tête du 1er régiment de hussards parachutistes, stationné à Tarbes et aux ordres de l'adjoint-chef Renaud, une vingtaine de musiciens soldats avec leur double qualification. Messieurs, nous vous remercions infiniment pour votre prestation et nous vous attendons tout au long de ce week-end. À 5 années d'un dressage spécifique sont nécessaires avant de pouvoir présenter, monter des airs relevés et sauts d'école. Le Cadre Noir est la seule école encore aujourd'hui à présenter les sauteurs en reprise collective. Les jeunes chevaux qui se présentent à vous sont dirigés par le maître de manège, l'adjudant-chef, Gilles Samon.
Ambassadeur de l'équitation de tradition française, le Cadre Noir de Saumur exerce ses missions au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation au service de la filière équine. Il présente au public son savoir-faire lors des présentations publiques et des galas. Il diffuse son enseignement aux élèves en formation et participe activement aux activités de recherche de l'Institut. Enfin, il soutient le développement du sport de haut niveau en accompagnant les athlètes français dans plusieurs disciplines et en s'illustrant jusqu'au plus haut niveau. Ainsi, le Cadre Noir est un passeur de l'équitation française. Il contribue à préserver et faire évoluer un patrimoine hérité des anciens pour le transmettre aux générations futures. Mesdames et messieurs, voici la traditionnelle reprise des jeunes chevaux de manège du Cadre Noir de Saumur.
Merci aux étudiants du Cadre Noir de Saumur, merci à leur chef, l'épillon-chef, le colonel Thibaut Valette, qui est le 38e épillon en chef. Mesdames, Messieurs, chers amis visiteurs, chers amis du public, eh bien, nous avons la chance d'avoir un petit vent résiduel à terre qui nous permet de supporter les conditions météo, mais ce vent a aussi un petit inconvénient, c'est qu'il risque de perturber l'atterrissage de nos parachutistes. J'ai donc le très grand regret de vous dire que nous n'aurons pas de prestations parachutistes aujourd'hui, qu'il s'agisse du parachutisme sportif ou de nos commandos parachutistes. Donc, écoutez, ils étaient prêts, ils étaient au pied de l'avion ne décolle pas, et eh bien, nous les regrettons, mais nous sommes là pour faire un carrousel réussi, et pas pour faire des enquêtes sur des fractures. Et j'aime nos parents, nous les remercions quand même, car ce matin, on a eu une petite prestation de leur part. Demain, ils se trouvent sûrement. Et puisque vos applaudissements sont en l'œuvre, eh bien, je vous demande d'avoir une attention toute particulière pour le peloton carrousel. Eh bien, le peloton carrousel, ce sont des réservistes qui viennent faire des périodes, qui profitent au niveau du carrousel, eh bien, c'est-à-dire toute cette manutention qui se passe sur les carrières, en amont des répétitions, avant, pendant et après les shows. Eh bien, mesdames et messieurs du peloton carrousel, puisque nous sommes presque à la parité, nous avons 7 femmes sur un peloton de 14, eh bien, nous vous remercions et nous vous inscrivons pour votre engagement à la réserve. De 1916 jusqu'au année 2000. Nous avons un fin de tableau de très attendu et très spectaculaire Char Leclerc, qui est un char de combat ultra moderne, un char de 3e génération et qui est le fer de lance de notre armée de terre. Tous ces blindés historiques constituent un véritable patrimoine pour l'armée de terre et qui sont entretenus et restaurés par 4 mécaniciens chevronnés qui sont des ouvriers d'État, mais ils sont aussi et surtout aidés par tout un groupe de bénévoles qui ne ménagent ni son temps ni sa peine pour redonner vie à ces témoins mécaniques de notre histoire. Et, petite note, le financement de la restauration de ces blindés est assuré par vos visites au musée, le musée des blindés, au musée de la cavalerie de Saumur. Alors, si vous faites un séjour ici à Saumur, vous ne pouvez pas rater le musée de la cavalerie et le musée des blindés. Pour la petite histoire, ils sont pas loin de 800 véhicules, 800 blindés, et 200 sont en parfait état de marche. Eh bien, que la fête commence. La Première Guerre mondiale fait rage depuis un an. Les tués se comptent par milliers. Dès 1915, les Anglais et les Français entreprennent l'étude d'un engin qui permettrait de sortir des tranchées et surtout de reprendre l'offensive, tandis que les Allemands, eux, s'orientent vers un emploi massif de l'artillerie. Quant aux Anglais, ils utilisent les premiers tanks en septembre 1916 sur la Somme, mais leur manque de fiabilité et aussi un mauvais emploi tactique, eh bien, se solde par un échec. Le général Estienne, que nous aimons appeler le père des chars français, imagine alors un char plus léger, un char plus souple, et il en confie l'étude à Louis Renault. Dans la guerre de matériel que se livrent les belligérants, la victoire ne peut être obtenue que par la rupture de l'équilibre des forces matérielles. Louis Renault propose en 1917 son char léger à l'armée française qui en commande 4000 pour la fin 1918. Mesdames et messieurs, le FT-17. Le char Renault FT-17 est engagé dès la fin mai 1918 et contribue au succès des offensives du maréchal Foch. Il sera surnommé le char de la victoire, tant son importance tactique est cruciale aux derniers instants de la Première Guerre mondiale.
C'est le premier char dont la tourelle, inspirée de celle de Marie Daguerre, peut piloter sur 360 degrés. Grâce à cet équipement, on peut dire que le Renault est le premier vrai char de combat moderne, dont l'architecture n'a quasiment pas varié, la tête repose sur des chenilles et supporte la tourelle armée. Le FT17 roule à une vitesse maximum de 8 km/h sur route et 2 km/h sur terrain accidenté. Cela semble peu élevé, mais cette allure est plus que suffisante pour accompagner l'infanterie. Pour ce qui concerne l'équipage, eh bien, il comporte un chef de char que l'on voit en sommet de colonne et un pilote. Le chef de char, lui, il est assis sur une sangle en cuir qui se trouve juste derrière le conducteur et pour donner des ordres, eh bien, le chef de char appuie son genou sur le dos du pilote ou du tapote sur le casque. La Première Guerre mondiale est terminée et la France construit la ligne Maginot pour se protéger face à l'Allemagne. Adolf Hitler, lui, devient chancelier du Reich le 30 janvier 1933 et l'Allemagne se réarme rapidement. Les premiers Panzers 2, 3 et 4 sortent des usines allemandes à une cadence élevée. Une conception très avancée pour l'époque, les chars d'eau se révéleront peu adaptés aux opérations rapides de la bataille de France de mai-juin 1940. Ils sont équipés de 2 canons, un canon de 47 mm sur la tourelle et un puissant canon de 75 dans la casemate. Le char D, qui se présente devant vous, est destiné à percer les lignes de défense ennemies. Lors des opérations de mai-juin 1940, la puissance des P-10 parvient à entamer des attaques allemandes, mais de nombreux chars D sont perdus pour cause de panne. De l'autre côté de l'Atlantique, à la fin de la Première Guerre mondiale, le US Army est équipé du char Renault FT et de quelques chars anglais. À la fin des années 30, la montée des menaces en Europe déclenche une course aux armements que les États-Unis ont du mal à suivre. Il faut attendre les chocs du début de la Seconde Guerre mondiale et la défaite française pour que les Américains se lancent dans un programme massif de conception et puis de fabrication de chars. Un premier prototype est achevé en 1941 et la production des premiers chars Sherman débute très rapidement en février 1942. Il est engagé pour la première fois au combat en octobre 1942 par l'armée britannique lors de la bataille d'El Alamein. Ce char équipa rapidement les unités blindées françaises. Ainsi, après la campagne d'Afrique, le Sherman est de presque toutes les batailles. Une fois les difficultés de son emploi tactique résolues, il démontre d'excellentes qualités au combat. Il possède de nombreux avantages. Tout d'abord une bonne fiabilité mécanique et une maintenance aisée qui lui assure un taux de disponibilité importante. Sa masse et sa taille raisonnable lui confèrent agilité et capacité à traverser la plupart des ponts d'Europe, contrairement aux chars lourds allemands. Aux États-Unis, en avril 1943, un nouveau projet est lancé sous le nom de Light Tank T-24, les chars légers T-24, puis les M-24 Chaffee. Sa production commence dès 1944. Son canon de 75 mm est bien plus puissant que celui du M5 Stuart. Les premiers M24 arrivent en Europe en décembre 1944. Ils sont déployés dans le secteur sud de la bataille des Ardennes en décembre 1944. Les M24 sont utilisés pour la reconnaissance ou en garde des unités. Leur vitesse et leur armement permettent aux chars de se désengager rapidement car ils sont très vulnérables face aux chars allemands. Pour ce qui concerne l'Indochine, le M24 équipait l'escadron du capitaine Hervouet, engagé à Dien Bien Phu.
Arrivé dans la cuvette le 9 janvier 1954, après le remontage des chars qui ont été projetés par avion en pièces détachées depuis la France, eh bien l'escadron est engagé au combat. Malgré le courage et l'audace de ces héros, Dien Bien Phu tombe le 16 mai 1954 à 17h, écrasé par le nombre. Dès l'automne 1944, l'état-major des armées françaises relance un programme de rééquipement avec du matériel français. En septembre 1946, un projet est proposé pour un char léger destiné à la reconnaissance et à la mission anti-char. Ce bien de léger doit avoir une forte puissance de feu, un poids inférieur ou égal à 12 tonnes pour être aérotransportable, une très bonne mobilité et une grande autonomie. Par ailleurs, le châssis doit être polyvalent et doit pouvoir accueillir une gamme complète d'armement. Début 1951, le char est adopté sous le nom de char AMX-13. Sa conception est très avancée pour l'époque, notamment grâce à sa tourelle oscillante qui permet de monter sur un châssis de char léger des canons longs de calibre 75 mm. Dans cette AMX-13 devant nous, l'équipage est 100% féminin. Il s'agit de la maréchale de logis Claire, elle est chef de char Leclerc au 2e régiment de cuirassiers à Olivet, et le tireur est Madame Charline Moreau, qui est une ancienne documentaliste des écoles de saumure, en retraite depuis quelques mois, mais qui nous fait l'honneur de sa présence au Carousel. Mesdames, on vous salue bien bas. Et pour ce mouvement d'évoquer la modernisation de l'EBR en 1964, c'est quoi exactement un EBR? Parlons-en. EBR veut dire engin blindé de reconnaissance. C'est un engin blindé véloce et lourdement armé, imaginé pour l'armée française. Très rapide sur route, grâce aux séries classiques, il possède de réelles capacités de franchissement grâce à ses 4 routes mécaniques centrales qui s'abaissent en terrain difficile. Contrairement à un engin de Chine, il peut encore avancer lorsqu'une ou deux des deux roues sont touchées. Son originalité principale réside dans sa symétrie totale et la présence d'un conducteur à chaque extrémité qui lui permet de repartir rapidement en sens inverse en cas d'engagement défavorable. Le bras EBR est employé durant la guerre d'Algérie pour surveiller, entre autres, les lignes Maurice et Châle. Ce véhicule, démuni temporairement de sa tourelle, a transporté le cercueil du général de Gaulle à Colombey les 2 églises. Lors de la guerre d'Algérie en 1955, l'armée française exprime le besoin de disposer d'un blindé adapté à des opérations de contre-insurrection. Ainsi, après 3 ans d'études, le projet AML pour automitrailleuse légère en est validé. Le véhicule pèse 7,8 tonnes et a une autonomie de 500 km. Il est aérotransportable et a une capacité amphibie. La production est lancée dès le début de l'année 1959 et s'achève à la fin des années 80 avec près de 6000 véhicules construits, dont plus de 900 exemplaires pour l'armée française et la gendarmerie. Les premiers engins sont livrés en 1961 au 2e régiment du Hussards. L'AML est déployée en Algérie en début des années 62, mais les opérations militaires ayant cessé, elle n'a pas été utilisée au combat. Elle est proposée avec un mortier de 60 mm ou un canon de 90, comme le modèle, sur la carrière. L'AML a équipé l'armée de terre et la gendarmerie française du début des années 60 à la fin des années 90. La dernière opération extérieure de cet engin, avec les forces françaises, a lieu avec le premier régiment étranger de cavalerie en 1996 en République centrafricaine. Nous avons évoqué la modernisation à partir de 1964 des AMX-13 et des EBR en attendant la mise en service
de l'AMX-30. Eh bien, en voici justement un qui rentre dans la carrière. C'est un AMX-30 B2. L'AMX-30B est mise en service à partir de 1967. Il est doté d'un canon de 105 mm et d'une 17. Sa caisse est totalement étanche. Elle permet le franchissement de rivières en submersion jusqu'à une profondeur de 4 mètres, avec un minimum de préparation. En 1982, l'AMX-30B2, version modernisée de l'AMX-30B, équipe progressivement les régiments. En 1990, en réaction à l'agression de l'Irak contre le Koweït, la France engage 44 chars AMX-30B2 du 4e régiment de dragons dans la guerre du Golfe. Et ces chars reçoivent des jupes pour limiter la poussière soulevée par les chenilles. Le véhicule présenté ici par le musée des blindés de Saumur reprend l'équipement et la peinture de cette période. La cavalerie française est donc équipée d'AMX-30B dans les régiments de dragons, dans les régiments de cuirassiers, de chasseurs, de hussards, de spahis, et même le premier régiment étranger de cavalerie sont équipés de l'AMX-10 RC. L'AMX-10 RC est un véhicule blindé de reconnaissance à roues qui remplace l'EPR au sein des régiments de la cavalerie légère. À l'époque, l'idée est de concevoir une version à roues de l'AMX-10P et de l'équiper avec un canon de 105 mm. Cette version à série motrice portera l'appellation d'AMX-10 RC pour roue au canon. Entre décembre 1990 et janvier 1991, les AMX-10 RC des unités devant participer à l'opération Daguet ont été surblindés. Depuis cette époque, le surblindage qui recouvre également les flancs de la tourelle et de la caisse lui fait perdre définitivement sa capacité amphibie. L'engin revalorisé a pris l'appellation d'AMX-10 RCR pour revaloriser. Au musée des blindés, c'est le passé. C'est le passé, mais c'est le présent et le futur avec plusieurs prototypes dans ses réserves, mais limitons-nous à la mise en service des premiers chars Leclerc à la fin du XXe siècle. Mesdames et messieurs, le char Leclerc. Le char Leclerc, qui se présente devant vous, est le char de combat français de 3e génération. Dans ce tableau qui présente l'évolution des blindés équipant l'armée française de 1916 à 2000, il doit être présenté car il débute sa carrière opérationnelle à la fin du dernier millénaire. Après plusieurs programmes de rénovation et de modernisation, dont le programme Scorpion, il est prévu qu'il reste en service jusqu'en 2040. Contrairement aux autres programmes des blindés occidentaux, lors de sa conception, on nous appuie sur une protection active que passive, dans le but de limiter la masse finale du véhicule. La mobilité et le système de conduite de tir furent particulièrement soignés. Le Leclerc est armé d'un canon à hélice d'un calibre de 120 mm. On arrive dans la carrière d'un soldat qui se dirige vers notre brave char de dos et conformément à ce qui se pratiquait à l'époque, nous démarrer à la manivelle. Sous vos encouragements, mesdames et messieurs. Un tour. Il n'a pas démarré. 2 tours. 3 tours. Et un peu capricieux sur le 17, mais eh bien, je pense qu'il a démarré. Monsieur le soldat pour l'occasion, merci pour ce tour de manivelle parfait. Alors, j'ai la chance d'être à côté du lieutenant-colonel Samer qui œuvre de son temps au musée des blindés. Donc,
Mon colonel, je crois que la collection de blindés qui est au musée des blindés de Seigneur aujourd'hui est assez exceptionnelle et mondialement connue. Oui, effectivement, la maison des blindés, c'est 800 blindés d'ensemble qui fonctionnent parfaitement. Alors, en fait, vous ne vous limitez pas au pays de Centre-Europe, je crois que vous avez du blindé qui vient du monde entier, n'est-ce pas? Nous avons une collection blindée de pratiquement tous les pays du monde, avec bien évidemment les blindés allemands, américains, les anciens blindés du pacte de Varsovie, les blindés italiens, les blindés suédois, les blindés anglais. Donc 800 véhicules dans la collection, dont 200 qui sont en état de marche, et je crois qu'on continue régulièrement à sortir. Quel est le rythme où vous sortez de vos blindés? 1 ou 2, 3, 10 par an? Alors, le rythme dépend de la nature des chantiers. Nous pouvons restaurer des blindés qui sont déjà peu abîmés, mais des délais relativement courts. Pour les gros travaux, vraiment la reconstruction des engins blindés, il faut un minimum 3, 4, voire 5 ans. Eh bien, même vous au musée des blindés, vous avez compris, si vous voulez voir d'autres blindés l'année prochaine, il faut absolument pouvoir collecter des entrées à ce musée, tout à fait exceptionnel. Merci infiniment, mon colonel. Mais assez parlé des matériels anciens. Le Leclerc, il est là, il est devant vous. C'est un blindé exceptionnel, il va vous être présenté en situation opérationnelle dans le tableau suivant, qui s'appelle le combat interarmes. Mesdames et messieurs, le char Leclerc. Et 15 km/h sur une profondeur de 30 km, le but est de rechercher du renseignement en engageant éventuellement le combat. 10 traits de rapide sont unités qui vont permettre de guider l'action principale des troupes amies. L'engin blindé de reconnaissance et de combat Jaguar qui évolue devant vous est techniquement servi par 3 membres d'équipage du 1er régiment étranger de cavalerie de Persienne. Il est armé d'un canon de 40 mm, dont la portée est de 2 mm. Ces obus peuvent percer la majorité des blindages les plus modernes. Il est aussi équipé de missiles moyenne portée, MMP, et d'une mitraillette de 7,62 mm. Très polyvalent, bien armé et protégé, il est aussi très mobile avec ses cyromotrices. Il a pour vocation de prendre part au combat dans des environnements complexes, comme les zones urbaines ou montagneuses. Il remplace progressivement l'AMX-10 RCR dans les régiments de cavalerie légère. L'équipage de Gaulle va permettre à le 3e régiment de l'hussards de Metz. Cette patrouille décèle un poste de combat ennemi ainsi qu'un véhicule de type piquet. Le Jaguar le détruit piquet en tirant une phase au début de 40.
reçoit pour mission de couvrir l'action principale afin de parer à toute menace venant de votre gauche. L'un est équipé d'une mitrailleuse de 7,62 mm et l'autre d'une mission Monin Corté MMT. Ce missile de dernière génération équipe l'infanterie et la cavalerie depuis 2018. Capable de percer jusqu'à 1 mètre de blindage et jusqu'à 2 mètres de béton, il peut détruire aussi bien les blindés les plus modernes que des bâtiments ou encore neutraliser des soldats débarqués à une distance de 4000 mètres. Disposant d'une caméra thermique et d'une zone, le tireur accroche sa cible, puis tire un tir. Le tireur peut choisir de conserver le contrôle jusqu'à l'impact ou de laisser faire le missile en mode tir et oubli. Les éléments de couverture détectent un char de type T-72 en approche. Le commandement décide donc d'engager les légers. Après acquisition de l'objectif, le légère détruit le char ennemi avec un obus flèche de 120 mm. Grâce à son artillerie principale stabilisée et sa technologie de pointe embarquée, le char Leclerc peut traiter des objectifs fixes ou mobiles. Considéré comme l'un des meilleurs chars au monde, il est muni par une motorisation de 1500 chevaux, permettant à ses 60 tonnes d'acier d'atteindre la vitesse de 70 km/h. Servi par 3 membres d'équipage, il est armé d'un canon de 120 mm approvisionné par un chargeur automatique. Ainsi, il peut tirer différents types de buts jusqu'à une distance de quelques mètres, de jour comme de nuit, grâce à des moyens optiques performants comme sa caméra thermique. L'armement secondaire se compose d'une mitrailleuse lourde de 12,7 mm montée en coaxial et d'une mitrailleuse légère de 7,62 mm mise en œuvre par le chef de char. Le char Leclerc a été engagé au Kosovo et au Liban. Actuellement, il est déployé dans les pays baltes dans le cadre de missions otaniennes. Il équipe les armées émiriennes et jordaniennes. Les blindés poursuivent leur progression pendant que d'autres unités vont réduire la résistance isolée. L'action de la cavalerie blindée est indissociable d'une manœuvre interne qui requiert également l'engagement de l'infanterie, du génie, de l'artillerie et des autres fonctions opérationnelles qui concourent au succès tactique. Les fantassins qui opèrent devant vous sont les stagiaires de la division de formation des sous-officiers de l'école de cavalerie. Le groupe de combat est déployé en assaut sous blindage derrière un véhicule blindé de combat d'infanterie qui équipe les régiments d'infanterie mécanisés. Ce véhicule de 26 tonnes augmente considérablement les capacités de protection des soldats, mais également de communication et d'agression grâce à sa tourelle armée d'un canon mitrailleur de 25 mm. Véhicule robuste, il a d'ores et déjà fait ses preuves en Afrique et au Moyen-Orient. Le fantassin, combattant de dernier mètre, est appelé à agir au plus près de l'ennemi et des populations, souvent dans les milieux les plus difficiles d'accès, comme dans zones montagneuses et urbaines. Il combat débarqué, ses engins en appui. Sur la zone d'engagement avec l'appui des blindés, les fantassins vont sécuriser le périmètre qui doit être contrôlé. Pour combattre la fouille, un groupe de combat du génie va vérifier l'approche de l'ouvrage et ce groupe du génie est embarqué dans le nouveau véhicule blindé multirôle Griffon. Appelé à remplacer le VAB dans l'ensemble de l'armée de terre, le Griffon se décline en 4 versions principales. Transport de troupes, poste de commandement, véhicule d'observation d'artillerie et véhicule de secours. Doté d'une mitrailleuse téléopérée, d'un système lance-grenade, d'un blindage amélioré sur les côtés et sous le plancher, il convient de s'assurer que la barricade n'est pas piégée, qu'il n'y a pas de mine enterrée. Un démineur équipé d'un détecteur de moto va reconnaître la zone. Puis il fait intervenir un engin blindé du génie du Vulcain. Armé par un équipage de 2 hommes, un pilote et un chef d'engin. Pesant 42 tonnes, il est capable de dégager des obstacles grâce à sa lame et à son...
Les hydrogènes retirés dans les postes de combat, des bidons suspects qui laissent présager la présence de matières radioactives. Une équipe du 2e régiment des dragons de Fontevraud-l'Abbaye, spécialisée dans les domaines nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, est dépêchée sur place pour l'identification du danger. Les soldats que vous voyez devant vous portent des masques appelés appareils normaux de protection à visière panoramique, ainsi que des tenues de protection à corps permanent. Cet ensemble leur permet d'évoluer dans les milieux spontanés. Ils sont équipés d'appareils de détection et d'identification capables de déceler la moindre trace d'agents chimiques, biologiques ou radioactifs. Le régiment peut intervenir en appui des forces terrestres engagées sur un théâtre d'opération extérieur, ainsi qu'un renfort de la sécurité civile sur le territoire national. Cette équipe de reconnaissance et d'évaluation légère et mobile met actuellement en œuvre du matériel de détection. Dans cette situation, un radiomètre DOM 420 nous permet d'évoluer dans un milieu à risque radiologique et d'effectuer une levée d'audit dans la zone. La diversité des situations peut l'amener à intervenir tant sur des risques technologiques ou naturels que sur des menaces terroristes. Les dragons du 2e ordre n'ont décelé aucun danger. Ils peuvent se retirer. L'infanterie va pouvoir reprendre sa connaissance du poste. Du combat. Les fantassins viennent d'être pris à partie par des éléments résiduels ennemis. Ripostant immédiatement, ils parviennent à détruire la menace. Ils peuvent ainsi poursuivre leur progression, appuyés par leurs EDC. Profitant de la destruction des derniers éléments, le sous-groupement interarmes exploite la destruction de l'ennemi et reprend sa progression afin de relancer l'action. Mesdames et messieurs, ce scénario, vous l'avez bien compris, a un caractère très artificiel, mais il nous a présenté de façon la plus réaliste possible ce que pourrait être un combat interarmes. Bien sûr, il faudrait y ajouter des composantes, les hélicoptères de combat et les hélicoptères de transport, des moyens d'écoute et de brouillage, des frappes aériennes, des éléments de maintenance et de logistique, et des transmissions pour lui donner sa pleine mesure. Mais pour le plaisir des yeux, mesdames et messieurs, le Charles Leclerc et le Jaguar vont maintenant se présenter devant nous pour un petit tour. Et puis, ils vont conclure cet après-midi de Carousel. Nous vous remercions pour votre attention. Nous souhaitons une très agréable soirée. Sous nos applaudissements, le Charles Leclerc et le Jaguar. Et alors on m'annonce en tribune, attention, le Jaguar va sortir et le Leclerc va nous faire une petite pommade sur Carousel à lui. Mesdames, messieurs, du Charles Leclerc, la carrière du Chardonnay est à
Et c'est ainsi que s'achève le 173e carrousel de Saumur. Merci pour votre présence, merci pour vos donations et à très bientôt.